Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai publié sur ma chaîne. Vraiment, je vous prie de m'excuser. Je suis juste je suis en fait en train de préparer mon projet de fin d'année avec mes amis, mes collègues. Et ça me prend un peu beaucoup trop de temps vu que l'application elle est assez grande. Je ferai une vidéo où je vous présenterai en gros comment fonctionne l'application. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour un projet des étudiants de l'ISIPA. L'ISIPA, de l'Institut supérieur en informatique, programmation, machin, machin, truc, je sais plus bien après. Alors, on leur a demandé de créer un site web statique en HTML, CSS pour une boutique nommée la boutique Wewatu. Boutique Wewatu. En Chiluba chez nous, en Chiluba ici, c'est comme ça. Alors, là, nous sommes sur la page d'accueil. Je vais commencer par vous expliquer d'abord le fonctionnement en gros, hein, le fonctionnement de la page du site. Et puis, on verra le code. Ça va? Je ne vais pas coder en temps réel, je ne vais pas coder, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, nous avons notre page d'accueil qui est là. OK. Chaque page est composée d'une en-tête que vous voyez en noir ici. L'en-tête est composée du titre principal et de la barre de navigation. La barre de navigation nous permet d'accéder aux différentes pages du site. Liste de vêtements, vous voyez. Ah, ajouter un nouveau vêtement, non. Ajouter un nouveau vêtement, ajouter un nouveau vêtement, ajouter un nouveau vêtement. Vous voyez, cette en-tête a un problème. Cette en-tête a un gros problème. Alors, je vais venir ici. Je ne devais pas vous montrer, mais bon, on va changer. Bienvenue. On va dire quoi sur notre boutique, dans notre boutique. Bienvenue dans la boutique Wewatu. Bienvenue dans la boutique Wewatu. On va venir sur la page ici. Ici, c'est bon. Liste des vêtements. Sommes-nous et puis, ok, là, bienvenue dans la boutique Wewatu. Liste et un L. Liste des vêtements. Ajouter un nouveau vêtement. Qui sommes-nous et contacter. On revient sur la page. La page d'accueil contient, on va dire, trois sections. Ça va? Bon, on va commencer avec l'entête. C'est pas une action, ça c'est l'entête. L'entête, c'est la balise header qui nous permet d'avoir une en-tête. L'en-tête est composée d'un titre principal, comme je l'ai dit tantôt, et de la barre de navigation. La barre de navigation est la même pour toutes les pages du site, juste que le titre principal qui change. Sur la page liste des vêtements, le titre a changé, mais la barre reste est restée la même. Acheter un vêtement, qui sommes-nous? Et puis, contact. Bien. On revient sur la page d'accueil. Et puis, nous avons une section d'introduction. Okay? Ça va essayer un peu d'introduire, de faire une certaine introduction à notre site, notre application, notre site. C'est statique, notre site. Et il y a des boutons Call to Action, appel à l'action, qui va permettre déjà à l'utilisateur de cliquer et de voir les autres pages du site. Voilà, voilà, et voilà. Bien. Ensuite, nous avons la section de produits en vedette. Alors, comme c'est la page d'accueil, on ne peut pas laisser la page d'accueil vide. Sur la page d'accueil, on essaie de mettre quelques produits. Ce sont des produits en vedette, ça va? On a utilisé le CSS pour tout ce style que vous voyez là, cette beauté, commander, commander, que vous voyez là, contactez-nous, etc. Nous avons mis un email professionnel pour faire un peu professionnel, alors que ça n'existe pas. J'ai mis une fausse adresse. Une adresse ou une adresse? J'ai mis une fausse adresse, un faux numéro de téléphone. On dit mon adresse, mais c'est une adresse. Une adresse mail, une adresse IP, voilà. Une adresse, une fausse adresse.
un faux numéro de téléphone qu'on doit changer bien évidemment, un email professionnel qui n'est pas disponible. Voilà. Donc, quand l'utilisateur arrive sur notre site, il arrive sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, il voit déjà une section en trop. OK? Il voit quelques produits en vedette. On lui offre déjà la possibilité de commander ces produits. Quand il commande, vous allez voir ici, il y a un lien qui apparaît juste là en bas de l'écran en bleu là. Vous allez voir là, bonjour, je souhaite commander le jean slip, description jean slim, coupe moderne, prix 45 euros. Alors, ce message-là est envoyé directement sur un numéro WhatsApp du vendeur. Et du vendeur. On va voir comment on le fait avec dans le code. Les commandes se font via WhatsApp. Donc, comment fonctionne l'application? Donc, la personne arrive, il arrive sur la page d'accueil. Voici la page d'accueil. Sur la page d'accueil, il y a une section intro où on va mettre des boutons d'action pour inciter aux utilisateurs de voir les autres pages du site. On va présenter quelques produits en fait. Pas tous les produits, juste quelques-uns. OK? Avec une option de pouvoir commander. Dès qu'il clique sur commander, il va commander via WhatsApp. Il y aura un message qui sera directement transmis via WhatsApp. Contactez-nous. C'est une section de contact. On va mettre quelques informations de contact, juste informations de contact. Et puis là en bas, on a le footer. On a le header, l'entête et le footer pour le pied de page. Nous allons maintenant sur la page liste des vêtements. Alors, sur cette page liste de vêtements, nous avons un tableau qui va présenter tous les vêtements disponibles dans l'application. Là, nous avons un string, l'image, les images, la colonne image, colonne nom, colonne description, colonne quantité, colonne prix, colonne action. Et cette colonne vide qui va vous permettre de faire des défilements quand la tête de l'écran sera plus petite sur mobile. À la base, de trouver un moyen de le masquer. Alors là, on a par exemple string, description string ficelle, quantité sans prix. On peut voir plus et voir un peu plus les détails du vêtement, du produit. Quand on clique sur voir plus, ça nous amène vers la page détail, produit détail.html. Et on verra comment ça arrive de cette manière. Parce que dans le projet, il nous a été demandé, dans le texte, il nous a été demandé de créer euh, une page détail qui va présenter chaque produit, chaque vêtement. Alors, si on devait enlever, on devait créer de manière statique, on devait créer une page détail pour chaque produit. Alors, nous, on a vu que non, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et c'est là on a essayé d'y insérer un peu de JavaScript que je vais vous montrer dans pas longtemps. Le prix, et on va aussi commander sur WhatsApp. Bien. On peut voir, plus on peut commander. Quand on commande, on va également sur WhatsApp et on peut aussi supprimer. Ça va, si par exemple un produit n'est plus disponible, on supprime. Voilà, il est automatiquement supprimé de la page et du local storage. Je supprime aussi la culotte et le képi. Bien, automatiquement, ils sont supprimés. Je vais supprimer les bombers. Ils sont supprimés. OK. Bien. Oh, oh, je vois le produit en double. Mhm, mhm, mhm. OK. Bien. Ça, c'est la page liste des vêtements. On a vu la page détail pour chaque vêtement. On a vu comment il se présente. On va voir cela dans le code. Ensuite, on a la page ajouter un vêtement. C'est sur cette page qu'on a un formulaire qui va permettre aux utilisateurs. En tout cas, cette application, c'est un peu comme du Vinted. Tout le monde peut vendre, mais sauf que les commandes vont passer sur un seul numéro de téléphone, un numéro WhatsApp que l'on a choisi, on va dire du responsable de la boutique. Alors, on peut rajouter un vêtement. On va rajouter la culotte. Description culotte, taille L. Quantité, on va dire, on a 50. Le prix, on met 500 euros. Et on va choisir l'image. L'image, on va venir dans ici, on voit tout, dans l'image, on va choisir culotte. Et on va ajouter. Je suis sûr que ça s'est ajouté quelque part ici. Quelque part ici. Voilà, on a la culotte qui est bien là. Culotte, taille L. Excusez, c'est juste que le produit se répète un peu. On va essayer de répéter un peu les produits pour que la page puisse vivre, pour qu'il soit aéré. Bien. On a
la culotte qui a bien été ajoutée. Je peux voir plus, je peux commander et je peux supprimer. Quand je supprime, vous verrez, la culotte a disparu. Je vais essayer de supprimer tout ce que je vois ici. On va supprimer, on va supprimer, on va supprimer, 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 supprimer. Bon, ça reste toujours là. Ensuite, nous avons la page Qui sommes-nous? Attendez, je vais essayer d'ouvrir avec Chrome. Je vois donc invité, liste des vêtements. Vous voyez ici, c'est tranquille. C'est un navigateur qui est en train de me poser des problèmes. Bien, voilà. On a vu comment ajouter un vêtement. La liste des vêtements. Chaque vêtement a une page détail, produit détail, qui est géré avec du JavaScript. Maintenant, on va voir la page Qui sommes-nous. Sur la page Qui sommes-nous, ou la page à propos, ça va juste parler de la propos de l'application. OK, on va montrer le fonctionnement de l'application. On va présenter l'équipe. Là, par exemple, on a Christian Kabundi, développeur front-end. On va mettre son image. Là, on a Jessica, analyste des données avec une expertise. On a Logos Galula. Et puis les autres membres. Je n'ai pas pu avoir le code avec les autres membres. Je les avais déjà remis, ce code-là. Ensuite, on a la page contact. La page contact, envoie un message. On peut écrire le message. On peut mettre un email. Et puis laisser un message contact. Euh, J'aimerais vendre. Envoyer. Et vous voyez, merci Falen, c'était votre message a été envoyé avec succès. Ce qui nous permet de faire cela, c'est notre code JavaScript qui nous permet de récupérer les informations de ce formulaire et de nous le faire apparaître sur cette alerte, sur cette pop-up. Dès que je clique sur OK, le formulaire sera automatiquement remis à zéro, comme vous l'avez vu. Et puis, il y a un formulaire de témoignage où on peut laisser un témoignage. Fanel, j'adore le style. Et on va soumettre le témoignage. Dès qu'on soumet, il s'ajoute ici. Si quelqu'un d'autre venait mettre le témoignage, on va dire il y a M. Ruben, j'aime pas le service. Automatiquement, ça s'ajoute. OK? Et ça va défiler sous forme d'un carrousel qui est géré en JavaScript et CSS. Voilà un peu en gros comment fonctionne cette application. Donc, en gros, nous avons la page d'accueil. OK? Toutes les pages ont l'entête et le footer. OK? Le titre principal et la barre de navigation. Ça ne change pas. Juste le titre principal qu'on va changer. La page d'accueil, on a des boutons d'action pour permettre aux utilisateurs d'aller voir les autres pages du site. On présente quelques produits, pas tous les produits, mais quelques produits en vedette. Et puis ici, on met un formulaire de une section contact. Ça va où les personnes peuvent voir les contacts, les informations de contact, voilà, de la boutique. OK? On peut essayer de changer, mettre la bonne adresse, s'il y en a en tout cas, et le numéro de téléphone. Comme c'est une boutique en ligne, je pense pas qu'ils peuvent avoir une adresse physique. Bien. Ensuite, il y a la page liste des vêtements qui contient un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Il y a la colonne image, la colonne nom, description, quantité, prix, action. Et vous pouvez le voir comme il est là. Sur cette page, on a 3 boutons. Donc, action, commander. On commande directement via WhatsApp sur le numéro WhatsApp du vendeur, du responsable de la boutique. Voir plus. Voir plus nous permet de voir plus en détail notre produit. Ici, c'est un vêtement. Si je vais choisir le jeans, voilà. Et on peut supprimer aussi un vêtement. Bien. N'oubliez pas, l'idée de ceci était qu'il soit statique. Alors, on n'a pas fait du PHP ici, ni de base de données.
La plupart des informations seront stockées dans le local storage. Le local storage, c'est un espace mémoire destiné à chaque navigateur web. Et avec le JavaScript, on peut garder des informations dans cet espace-là et les utiliser n'importe quand. Et ça permet même de temps en temps que notre site soit fonctionnel, soit accessible, même si notre connexion est mauvaise. Ensuite, on a la page Qui sommes-nous, où on va présenter l'application et les, les membres de l'équipe, les créateurs de l'application. On a la page Contact, où quelqu'un peut nous envoyer un message et puis laisser un témoignage. Bien. On avait demandé aussi qu'est-ce que cette application soit responsive, donc qu'il soit adapté à tous les types d'écrans. Cela veut dire, peu importe la taille, peu importe le navigateur, il doit être adapté. Alors, on va faire un clic droit, on va ouvrir l'inspecteur, comment on l'appelle déjà? Le DevTools, voilà, du navigateur. On l'ouvre, et là, vous voyez, c'est la dimension on va prendre la dimension pour l'iPhone 14 Pro Max. Et voilà comment notre application apparaîtra sur l'iPhone 14 Pro Max. On va choisir sur un iPhone un peu plus petit. On va aller sur l'iPhone 4. Voici comment apparaîtra notre application sur iPhone 4. Donc, notre application est bien adaptée, peu importe la taille de l'écran. Là, vous voyez la barre de navigation qui change, qui apparaît avec une belle transition, une belle animation. Voilà comment notre projet apparaîtra, ce site apparaîtra même sur un iPhone 4. Si on veut choisir un iPad Pro, voilà, va bien apparaître. Et on va revenir sur un iPhone XR. Bien. Voilà. La même chose, ça c'est le header. Ici, toujours notre titre principal. On a le menu. Sauf que lorsqu'on est sur mobile, sur des écrans de largeur inférieure à, on va revenir ici. Moi-même, j'ai oublié mon code. Inférieur à 480 pixels. Non, pas 480. À 768 pixels. On aura le menu hamburger qui va apparaître. Alors, on va revenir ici. Je vais responsive comme ça. Vous voyez là, on va commencer à diminuer. Vous allez voir qu'à un moment, vous voyez, 888, c'est à 768, voilà. 768, 769, il est là. 768 directement, il devient comme ça. Vous voyez, il apparaît comme ça. Donc, ce bouton n'apparaîtra que lorsque la taille aura atteint 768 pixels en large. Donc, on voit là, vous voyez 8 pour la largeur. Bien, cette vidéo avec beaucoup de fatigue et de sommeil. Ok, voilà. Donc, en gros, l'application, vous savez comment ça marche. Il y a la page d'accueil, il y a une section intro avec des boutons d'action pour inciter les visiteurs, les utilisateurs à, à cliquer dessus et à voir les différentes pages de notre site. Et ensuite, il y a les produits en vedette. On présente quelques produits. Si on a sélectionné 8 produits en vedette. Et puis, il y a une section qui présente les informations de contact. Ça va? Les informations de contact de, de l'entreprise, de la boutique WeWhat. Ensuite, on a la page liste des vêtements où on a un tableau avec différentes colonnes, avec une colonne pour les images, pour voir les images, le nom, la description, la quantité, etc. On a une page pour rajouter les vêtements, une page qui sont pour présenter l'application et les membres qui l'ont créée, les membres du groupe, et la page contact. Alors, pour ce qui est de la page liste des vêtements, dans la colonne action, on a voir plus, que nous allons faire la page product détail.html, pour les produits, les détails de chaque produit. On peut commander directement via WhatsApp sur le numéro de la responsable de la boutique. Et on peut aussi supprimer un produit qui ne nous plaît pas. Là, j'ai supprimé. Là, j'ai supprimé. Là, j'ai supprimé. Là, j'ai supprimé. Et vous voyez, dès que j'ai supprimé, j'ai cliqué sur supprimer, il se rajoute encore. Je pense que c'est ça le problème, hein. J'essaierai de voir ça dans mon code. Bien. Alors, on vient dans la page d'accueil. On va maintenant venir dans le code.
On est à combien de minutes? Je sais pas. Bien, ça c'est le CSS. Le CSS est commun à toutes les pages. Le CSS est commun à toutes les pages. Bien, commençons donc. Alors, nous sommes de la page index.html. C'est la page d'accueil, ça va? On va aller rapidement, avec le code. On va le code, on va son CSS assez rapidement. Doctype.html pour indiquer. J'ai même pas parlé de tout ça. Je vais juste te parler de comment, voilà, la structure d'une page HTML. Doctype HTML, balise HTML, c'est une balise paire. Elle s'ouvre là et elle se ferme ici. À l'intérieur de cette balise, on a la balise head, ok, qui enregistre les métadonnées, les liens vers différentes pages CSS, le titre de la page qui est juste là, MetaChart, c'est l'encodage, MetaName, viewport, toutes ces histoires ici, pour que soit compatible à tous les navigateurs, etc., etc. HTML langue français. Ok. Après le head, on a le body. Le body, c'est le corps de notre travail. C'est tout ce que vous voyez ici, se trouve dans le body. Tout ce que vous voyez là se trouve dans le body. Alors, c'est là qu'on va plus s'atteler. Bien, dans le body, on a l'entête. Dans la balise header. Dans l'entête, on a H1, ok, le titre de niveau 1, le titre principal. Et puis, on a la balise nav. La balise nav contient les liens ou le menu de navigation. On a UL, ok, UL ici. On a un ID menu qui contient les différents menus. Je vais un peu rater ma gorge. Qui contient les différents menus. Accueil, liste de vêtements, ajouter un vêtement, qui sommes-nous et contact. Dans le UL, on doit toujours avoir des LI, ça va? LI dans le UL ou dans le OL. UL, c'est la balise pour les listes non ordonnées, les listes à puces. Donc, que l'on va masquer juste là. Vous voyez, juste dans le CSS, liste style, none. Bien. Alors, voilà le CSS. Alors, on dit ici body, font family, Arial sans serif. Cette ligne nous permet de choisir euh, la police de notre site. Margin 0, padding 0. On initialise notre contenu avec des marges. On supprime toutes les marges possibles. Internes, les marges externes, margin, et les marges internes, padding. Background color, on choisit cette couleur d'arrière-plan. Si ici je venais ici et que je mettais comme ça, vous allez voir que l'arrière-plan de notre site va changer. Vous voyez comment il est devenu. Voilà, donc c'est le body qui permet de gérer cela. Et cette fonction, c'est cette commande, comment on appelle ça déjà en CSS? Les sélecteurs CSS. Les propriétés, voilà, c'est cette propriété. Voilà, propriété et puis valeur. Bien, on a les propriétés et puis les valeurs. Propriété avant le 2 points valeur, après les 2 points, point virgule. À la fin de chaque instruction CSS, on doit toujours mettre un point virgule. Bien, body, donc notre police d'écriture ici, c'est du Arial. Tout ça, c'est du Arial. Sans série. On a initialisé les marges à 0. OK? Ici, on initie les marges à 0. On choisit background color, la couleur d'arrière-plan. OK? Un peu du blanc, mais pas très blanc. Voilà. On a mis un code en hexadécimal. Le header pour l'entête. L'entête que vous voyez juste là. OK? L'entête, on a dit background color, un peu du noir, mais pas du noir aussi. Voilà le noir qui est là, on va actualiser. Le noir qui est là, le noir qui est là, le noir qui est là. Bien. Ensuite, on a la couleur du texte. Color, c'est la propriété pour la couleur du texte. Background color, c'est l'arrière-plan. Color, c'est la couleur du texte. FFF, blanc. Vous voyez là, c'est en blanc. On a padding 10 pixels, 20 pixels. Donc, on prend un padding, les marges internes, ça va? Les marges internes, je pense, en haut, 10 pixels et à droite, 20 pixels. À droite, 20 pixels. Oui, c'est comme ça que ça marche. Et puis, si on devrait rajouter, on devrait peut-être dire 10 pixels encore, là, c'est pour en bas. Et 20 pixels, ça sera maintenant pour la gauche. Donc, le premier 10, c'est en haut. L'autre 20, c'est ici. Et puis, ça allait tourner. Voilà, rien n'a changé. On va remettre cela comme ils étaient. Bien, texte align center. On va aligner le texte. C'est pour ça que vous voyez tout ça sans center. Même
le titre principal H1 est bel et bien centré. On revient ici, mais je n'ai pas expliqué comment le CSS a été intégré. Le CSS est intégré dans la balise head. La balise head qui se trouve juste dans notre code HTML. Vous voyez, il y a cette balise link. On lui passe l'attribut rel. L'attribut rel, on lui précise tel sheet. Dans la balise href, on va mettre le lien où se trouve notre fichier CSS. Il se trouve dans le dossier ou le sous-dossier CSS. Et dedans, il y a style.css. Si vous arrivez ici, dans la boutique de Watu, il y a un dossier CSS et on trouve ici style CSS, comme on vient de le dire. Voilà. Et c'est la même chose partout. Ici aussi, style.css, on a le même lien, le même lien, le même lien, le même lien. Bien, on revient dans l'index. OK, donc c'est ce lien, cette ligne ici qui nous permet de faire en sorte que notre CSS soit intégré. Si seulement on arrivait à le masquer, on va faire CTRL-C. C'est pas là-bas que je devais faire. CTRL-C. Vous voyez, là, j'ai masqué, hein. J'ai masqué cette ligne-là. Boum, voilà notre site. Voici notre site sans le CSS. Voici comment il devrait apparaître. Le HTML ne représente que la structure. OK? Le CSS vient rajouter, comme on le dit en sur Word, la mise en forme, la mise en page. Toute cette beauté-là est rajoutée avec le CSS. Bien. Alors, le CSS est bien ajouté. On a le body qui commence là, qui va se fermer jusqu'à la fin, juste avant la balise fermante du HTML. On vient ici. Header H1, bienvenue dans la boutique Watu. Le H1, le header est commun sur toutes les pages. Hein. On a le même header sur toutes les pages. Vous voyez là, on a le même header sur toutes les pages. Le même header sur toutes les pages. Le même header sur toutes les pages. Vous verrez très bien cela. On a le même header sur toutes les pages. Vous voyez? C'est le même. Juste que le H1 qui change. Ici, c'est contacté, nous, pas qu'on est sur la page contact. Ici, c'est qui sommes-nous avec un S comme ça. Contactez-nous. On va mettre un point d'exclamation. On va mettre un N comme ça. Ça va rester comme ça. Ajouter un nouveau vêtement. Et on va mettre détail du vêtement. Détail du vêtement pour la page. Non, 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 non. C'est pas ici que ça doit être. Pas ici, ça doit être. Et ici, dans la page produit détail.html, chose une liste de vêtements. Voilà. Donc, le header est le même partout, l'entête est le même partout. OK? Juste que c'est le H1 qui change. Et c'est la même chose pour le footer qui se trouve toujours vers la fin. Le footer qui est là est le même partout. Vous voyez, là, on a le footer. Ici aussi, le même footer pour pied de page. Hein. Là, le même footer. Ici aussi, le même footer. Jusqu'ici, on a le même footer. Bien. Alors, continuons. Oui, notre barre de navigation, elle apparaît comme ça sur les grandes sur les grandes écrans, les écrans de grande taille. Voilà. Alors, quand on va inspecter, quand on met par exemple ici, vous allez voir qu'à 738 pixels, il y a ce bouton. Et ce bouton, c'est le bouton Amber. Hamburger, vous verrez que lorsque la taille est supérieure à 1668 pixels, il n'apparaît pas. Pourquoi? Entrons dans le code. Bien. Header, on a vu. La nav, la barre de navigation. Nav, UL. Donc, on prend, quand on écrit deux balises de cette manière, donc on va dire, prenez le UL, la balise UL qui vient juste après la nav. Ça va. C'est une manière de sélectionner les éléments CSS.
Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un abonnement, un accompagnement avec moi, où je vous parlerai de tout ça. Nav UL. Donc, sélectionne toutes les balises UL qui précèdent la nav. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, on fait dans nav, on cherche UL. UL, IEU. Voici le UL. On dit UL, list style none. Pourquoi? La balise UL, c'est une balise de liste. OK? C'est une balise de liste à puces. Alors, list style none, c'est pour masquer. OK? Pour masquer les puces. Si j'enlevais ça, OK? Et je disais par exemple circle, vous allez voir si euh, oh, ça n'a pas changé. Je suis des. Hum, 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 hum. Bon, je vais essayer de commenter cette ligne. Il y a un problème avec ces navigateurs ou je vais essayer de revenir carrément comme ça. Je pense bien qu'il y a des problèmes avec mon navigateur. C'est moi ou je comprends pas. Franchement, je comprends plus. Il arrive ici là. Bien. Donc, liste style non, c'est pour masquer les puces, OK, de notre liste. Padding 0. On veut pas des marges internes. Nav, UL, LI. Les LI qui sont là. Tout ça. OK? Ils sont dans le UL et les UL sont dans le nav. Donc, prends les LI qui précèdent le UL qui précède la nav. Mets-les en display inline. OK? Display inline. Display inline va permettre à ce que les LI ici se suivent en ligne. Ça va? Suivant en ligne. Je ne sais pas si ça va marcher. Si on mettait bloc, comment ça devrait apparaître? Ah, voilà. C'est comment ça fait. En bloc, ils apparaissent en colonne. En inline, il va apparaître sur une même ligne. Voilà. Style ici, j'ai envie. Hein? Il n'y a pas un moyen de faire le truc. Oh, l'essentiellement comme ça. Bien. Margin right, 15 pixels. La marge externe à droite, à droite, à droite, à droite. Donc, juste là, on essaie de mettre une certaine marge. Si on enlevait, par exemple, j'essaie de commenter cette ligne. Vous voyez comment elle apparaît, vous voyez comment ils sont collés entre eux. Ça va? Donc, les L-listes, c'est ça, accueil, liste. Maintenant, on crée une marque entre les différentes LI, OK, les différentes balises LI. OK, on met une marge de 15 pixels. Si vous voulez arriver, vous voulez bien voir cette marge, je vais mettre à 55 pixels, par exemple. Vous voyez comment ils sont bien espacés. Encore plus. OK, alors, nous, je vais mettre à 25 pixels. Voilà, c'est beaucoup plus aéré, hein. Sauf que à une certaine taille, il pourrait commencer à se chevaucher. Sauf si, ah, c'est bon. Je pense que c'est bon à cette taille. Oui, c'est bon. Bien. OK. Alors, maintenant, on prend maintenant le A. A, c'est quoi? Les balises A sont à l'intérieur de la balise LI. La balise A est une balise inline. Ça veut dire qu'on peut l'imbriquer à l'intérieur des balises blocs, comme les LI, les UL, etc. La balise A est une balise inline. C'est comme j'ai donné un code HTML, ça. Alors, voilà. Donc, on prend les balises A qui sont dans qui sont dans les LI, qui se trouvent dans le UL de la nav. Donc, les A qui sont là. A, O, le A ici. OK. On prend tout ça, on leur dit couleur FF, blanc. Text decoration, non. Pourquoi non? Parce que les liens par défaut sont soulignés. Si je mettais comme ça, OK, vous allez voir qu'ils sont soulignés. Donc, par défaut, comme ils sont soulignés, nous, on ne veut pas qu'ils soient soulignés. Donc, on dit text decoration none. Donc, il n'y aura pas de soulignement. Text decoration none, cette propriété permet d'enlever le soulignement de nos liens. Après, vous allez voir, il y a point hamburger ici. Oui, point hamburger, il est là. Bien, j'ai oublié de vous dire quelque chose. En CSS, on peut appeler un élément de trois manières. D'abord, on va l'appeler
par son nom directement. Ça va? On va dire par son nom, on va directement appeler l'élément avec son nom HTML. Ça va? On l'appelle directement comme ça, body. On l'appelle du style header. On l'appelle du style nav. Vous voyez ici, UL. Directement, on l'appelle parce que c'est un élément HTML. J'ai oublié le mot à dire là maintenant. C'est un élément HTML. Mais ensuite, on a ce qu'on appelle des ID. Vous voyez ici, menu, c'est un ID. Pour appeler un ID, on fait dièse, nom de l'ID. Ici, je ne vois pas des exemples où j'ai appelé des ID. Voilà. Par exemple, là, dièse, produit d'état. Donc, produit d'état ici était dans un ID. Ensuite, on a des classes. Les classes. Vous voyez, par exemple, là, bouton classe, hamburger, ID, hamburger. Vous peut-être vous dire, mais il y a une redondance. Non. L'ID n'est utilisé qu'une seule fois. On ne peut déclarer un ID qu'une seule fois. Alors que la classe peut être déclarée dans plusieurs endroits de notre page. On peut le déclarer autant de fois. Alors, si vous devrez appliquer des styles à un élément en particulier qui ne va pas changer, qui sera unique, privilégiez de l'appeler avec son ID. Vous mettez ID à l'intérieur de cet élément de la balise ouvrante. Hein. Il sera répété dans plusieurs autres balises, plusieurs autres éléments. Privilégiez les classes. Alors, pour appeler les classes en CSS, vous mettez point, nom de la classe. Vous voyez ici, c'est classe hamburger. Donc, comme c'est une classe, je mets point et puis nom de la classe. J'ai dit quoi? Display none. Display, ici on a display inline pour les afficher en ligne. Display none, c'est pour masquer. Vous voyez, si je disais seulement display block, regardez ici. Même quand la taille n'est pas petite, le menu allait apparaître. Hamburger est là. Il apparaît. Vous voyez ce qu'il fait? Il n'a pas. Il est en train de tout gâcher. Là, il est en train de tout gâcher. Donc, on dit, par défaut, toi, tu seras masqué en display none. Voilà. Mais quand est-ce qu'il est affiché? On est dans le header. N'oubliez pas, on est dans le header. Et le header ici, c'est le même partout sur toutes les pages. Donc, quand j'explique le header ici, je considère précisément les sections, les différentes sections avec leur CSS. Bien. Alors, on va venir voir. Le bouton burger par défaut, il est là. Alors, les sections. Chaque section que vous voyez, c'est toutes les balises sections. Section. Partout, il y a des balises sections. Ici aussi, les balises sections, là, toutes les balises sections que vous voyez, on leur applique un padding de 20 pixels, donc une marge interne de 20 pixels. En haut, à gauche, à droite, en bas. On lui applique une marge 0 et puis automatique, ça va? On lui applique une largeur maximale de 1200 pixels pour chaque section. Peut-être comment, on va essayer, je vais vous montrer. Je mets par exemple 500 pixels. Ça, vous voyez comment le contenu a diminué. Parce que les marges ont changé. Je mettais par exemple 1500. Vous voyez, ça prend plus de place. Voilà, on a plus de place. Nos sections prennent plus de place. Et vous voyez là, c'est un peu beaucoup plus grand. Qui sommes-nous? Voilà. Je vais remettre à 1200. Bien. Max, oui, c'est la largeur maximale d'un élément. Et pour nos sections, on a déclaré une largeur maximale de 1200 pixels. Bien. Ensuite, on a le footer. Le footer est aussi commun. C'est le pied de page. Est aussi commun à toutes les pages. Voilà. Le footer, il est là. OK. Le footer background color. Couleur de l'arrière-plan noir, comme vous le voyez juste là. Il est là, le footer. Boutique, ouais, tout droit réservé. Color, la couleur du texte. Background color, c'est la couleur d'arrière-plan. Color, c'est la couleur du texte. En blanc, vous voyez bien le texte ici. Il est en blanc. Je vais essayer de faire comme ça. Ce n'est plus compliqué. Bien. Le texte, il est en blanc. Ensuite, texte align center. On aligne sans center. On a centré cela à l'intérieur. Position fixed. Cette propriété, position fixed, va nous permettre de fixer notre élément. Quand je dis fixer, il ne va plus bouger. OK? Son positionnement par rapport au contenu de la page. Quand je mets fixed, il ne va pas bouger. Vous voyez, le contenu bouge, le contenu passe, mais lui, il ne bouge pas. OK? Par exemple, ici, si je voulais le header, je peux mettre position fixed, par exemple. Vous verrez ici, vous voyez, le header.
est resté fixe. Vous voyez un peu? Il est resté fixe. Alors là, je devrais mettre comme ça. Et vous voyez là que le header est resté fixe. Le contenu de la page part. Ah, vous voyez là maintenant comment ça devient ça là. Je vais essayer de voir comment ça se fait ici. Ah, voilà. Oh, mais pourquoi il n'apparaît pas ici? Vous voyez un peu comment il apparaît. Ça détruit tout notre contenu. Il y a aussi la propriété sticky. Sticky il commence. Bah, sticky ne fait rien. Sticky marche mais avec une belle animation du genre. Quand on défile, après un certain moment, il apparaît. Enfin, bref. Alors, nous, on va remettre tout comme c'était avant. Et on va venir dans le footer. Le footer est fixé en bas. Là, il est 100%. Il va prendre toute la largeur. Vous voyez, il prend toute la largeur de notre contenu. Et bottom 0. OK? Genre, bottom, je vais vous montrer un peu un exemple. Je mets 10 ici. Je viens ici. Et vous voyez là, il a disparu. Si je mets 5, il n'est pas là. Si je mets 0, il est là. Si j'ai changé ici par top, vous voyez comment il est. Il est là au-dessus, si vous ne voyez pas. Le footer est maintenant là. OK? Donc, nous, ici, on dit bottom 0. Soit vraiment en bas. Soit vraiment en bas là, 0. Tu n'es rien avec tout ce qui est en bas. Soit des 0, ça peut dans c'est qu'il n'y ait aucune marge entre toi et la fin de notre page. Bien. OK, donc, tout ce qui est commun à toutes les autres pages, on l'a vu. Le header, OK, et le footer. On l'a tout ce vu. Bien. Reprenons dans le code. Ah non, je n'ai pas fini d'expliquer le menu hamburger. Voilà. À cette taille, le menu hamburger est masqué. Mais à une certaine taille, vous allez voir que le menu hamburger s'affiche. Pourquoi? Parce que notre application, notre site web est responsive. Responsive, c'est-à-dire, il est adapté à tous les types d'écran. Et le menu hamburger est un menu qui est plus utilisé, OK, qui est utilisé généralement. Généralement, il est utilisé pour les petits écrans, lorsqu'on veut qu'il puisse apparaître sur des petits écrans. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de faire apparaître notre menu hamburger? Nous avons ici, on dit, quand la page atteint 768 pixels. Ça, c'est les Media Queries, hein. Les Media Queries nous permettent de gérer le responsive, d'adapter notre site web à tous les types d'écrans. Max 8. Lorsque la largeur maximale de notre site, de notre écran, sera de 768 pixels. Regardez ce que je vais faire ici, par exemple, hein. Je vais vous montrer quelque chose de fun. Inspectez. Nous sommes bien. On est à 906. On a dit 768. Je vais diminuer juste. Voilà. On est à 769 pixels de large. Width, large. Lorsque ça devient seulement à 768, boum, le menu doit apparaître. Mais comment le menu apparaît? Regardez ici. Max 768 pixels, nav UL. Display none. On masque d'abord la nav. Cette barre de navigation qu'on a ici, ça, on va la masquer. OK? Flex Direction Column. Il va apparaître maintenant encore en colonne. C'est pour cela que vous voyez, quand on vient ici, quand je clique comme ça, ils apparaissent comme ça, en colonne. Flex Direction Colonne. Si je mets Row, ils vont apparaître toujours en ligne. Je vais mettre Row. Et vous allez voir. OK, 768 pixels. Boum. Vous voyez comment ils sont apparus? Ils sont apparus comme ça, Row. OK, en colonne. C'est quand même beau aussi, hein? Ah oui, c'est quand même beau.
Mhm. C'est quand même bon, hein? J'avais pas testé ça comme ça. Intéressant. Vraiment intéressant. Enfin, on revient ici. OK. On a mis row. On va remettre column. Il va apparaître en colonne. Width, 100%. Donc, on va prendre 100% de la largeur de l'écran. Background color en noir. Texte aligné left. Le texte était aligné au centre. Regardez bien ici. Ici, le texte était aligné au centre. Mais lorsque la taille atteint 730 pixels, ils sont alignés à gauche. Vous voyez? Je peux venir ici, le left, je mets right. Right. Vous allez voir, ils vont apparaître maintenant à droite. Voilà. OK? Texte aligné nous permet de gérer tout l'alignement de nos contenus. C'est un peu comme vous faites sur Word, vous mettez, vous centrez, vous faites CTRL Shift D, CTRL Shift G, CTRL E, CTRL J, tout ça. C'est la même chose. Voilà. Il est de retour à gauche. Ça permet aussi d'aérer l'espace ici, hein. Bien. Alors, voilà. Après, nav ULI display block. OK, ici c'est none d'abord. Les menus ne vont pas apparaître, mais les LI, on va les mettre en bloc. On va enlever les marges, on va mettre un pad de 15 pixels. Et puis ici, on a dit border bottom, un pixel solide. Border bottom, c'est les bordures d'en bas. Les bordures d'en bas, c'est celles que vous voyez apparaître juste là. Vous voyez les lignes que vous voyez apparaître là, c'est ça, en fait, les bordures d'en bas. Si c'est moi ici, je mets 10 pixels. Ces marges-là que vous voyez apparaître là, c'est long, là. Vous voyez comment c'est devenu? C'est toujours peu. Je mets 5. Je mets 5. Je pense que ça va. OK, border bottom 1 pixel. Si je mets 2 pixels, on va dire, je mets d'abord 5 pixels. Vous allez voir, l'épaisseur va changer. OK, cette épaisseur va changer. 5 pixels. Oui, on a mis à 5 pixels. On actualise. Ah, vous voyez comment ça apparaît, hein? C'est avec un peu plus de, on va dire, avec un plus grosse épaisseur. Donc, on va remettre à 1 pixel. Et voilà. Vous voyez ici, contact ici, ça apparaît un peu, il n'apparaît pas bien, hein. Donc, on va venir ici dans hamburger. On va venir ici dans hamburger. Je pense que c'est ici que je devrais dû mettre les 5 pixels. Je pense que c'est ça. Ah, voilà. Ça devrait être ici. Voilà. Vous avez raison. Donc, ici, je peux remettre les 10 pixels. Hum. Alors, c'est lui ici que je vais ajuster sa taille. OK. Là, c'est mieux. Bien. Alors, on va rester maintenant. OK. J'ai inversé là, il se trouvait. Bien. Alors, on est toujours dans notre code responsive, hein. Alors, lorsque la taille sera de maximum à 660 pixels, les menus hamburger va apparaître. OK? Il va apparaître en bloc. Il aura un background none. Background none. Donc, pas d'arrière-plan. Il aura border none. Pas de bordure. Font size, la taille que vous voyez, cette épaisseur-là, de 30 pixels. Color en blanc. Cursor pointer pour le pointer, il va rester la fixe. Margin top, on met une margin top de moins 25 pixels. Et position relative avec un float en right. On finit ce code responsive. Nav.ul.active, quand la barre de navigation est activée, OK, on va la faire apparaître dans display flex, on va lui donner une petite animation. Slide down, OK, cette animation que vous voyez là. Vous voyez, voilà. Il fait que les UL descendent de cette manière-là. C'est avec cette animation. OK, l'animation, on va utiliser le case frame, case frames slide down. OK.
Donc, on va dire quoi, slide down. Down, je sais que c'est par en bas, donc descendre vers le bas. Donc voilà, entrer par en bas. Bien. From, depuis, on commence avec 100%, opacity 0, ou transform Y 0, opacity 1. Bien. Média, max. Oui, lorsque la largeur de l'écran atteint les 480 pixels, ça c'est le code pour la page intro. Donc, pour ce qui est de la nav et du footer, c'est bon. C'est commun à toutes les pages. On l'a vu. Mais oui, qu'est-ce qui nous permet de faire apparaître cette barre de navigation? C'est ce code JavaScript que l'on a juste ici. Je vais faire ceci. Voilà. Bien. Alors, on crée une constante en JavaScript, hamburger, et on lui donne la valeur hamburger. Ça va? Comment il le récupère? Documents.getElementById. Donc, récupère l'élément par son ID. OK? Dans le document HTML. Donc, on va venir au document HTML. Vous allez voir ici, on a l'ID hamburger. Donc, le JavaScript, il le récupère. On crée une nouvelle constante, const menu. Menu égale document.getElementById, menu. On revient ici, on cherche l'ID menu qui est juste là. Vous voyez, ce sont les UL. On récupère cela bien. On dit hamburger.addEventListener. Quel événement on va écouter? Le clic. Dès que l'on va cliquer, comme je viens de faire ici, dès que l'on va cliquer ici, on initialise une fonction fléchée. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois menu, la constante menu, point class list, point toggle active. Ajoute à menu la classe active. Et c'est pour ça que vous avez vu le CSS juste ici. On a fait nav.ul.active. OK? Dès qu'on clique ici, regardez même, je pense que je peux vous le montrer avec... bien, je clique ici par exemple. Où est la nav header? Le header est là. Ici, la classe active n'existe pas. Elle est activée grâce au JavaScript. Quand on clique, là, il n'y a plus de classe active. Quand je clique, la classe active revient. Je clique, il n'y en a pas. Je clique, la classe active revient. Et c'est le JavaScript qui nous permet de bien gérer cela. Le JavaScript permet de gérer en fait le menu hamburger. Voilà. Donc, dès que l'on clique sur le menu hamburger, on ajoute la classe active sur le menu. Au menu ici, c'est ce qui nous permet de faire ce que vous voyez là. Nous avons cette section que vous voyez là, découvrir notre univers. C'est la section intro, juste là. Dans la section intro, composée d'un titre H2 de niveau 2, d'un paragraphe et d'une div qui contient quelques boutons d'action, OK? Comme j'avais dit, des boutons de call to action. C'est ça. Voici la section. Si je venais ici, vous voyez, section intro, vous voyez très bien dans la section intro. OK? Alors, on va voir son CSS assez rapidement. Dans la section intro, on va venir ici, juste là. Voilà, section intro. On a les textes alignés au centre, texte align center, un padding de 50 pixels et de 20 pixels, une couleur blanche, la couleur de texte, hein, la couleur de texte en blanc. Background de l'intro. Intro, il est la classe intro. La classe intro, son arrière-plan, c'est une image, vous voyez? Background, URL, on met les liens de l'image, ça va? Dossier image, background, et puis la photo d'arrière-plan. Donc, la photo d'arrière-plan, c'est la photo en jeans que vous voyez ici. Je vais venir vous le montrer ici. Background est là. Voici la photo que nous avons mis en arrière-plan, un peu comme un jeans et tout ça. Regardez le côté de boutique de vente de vêtements. Et background size cover pour couvrir toute la largeur de l'écran. Ici, on met no repeat pour que notre image ne se répète pas. On centre notre image sur le contenu et on le fixe. Par exemple, si je mettais ici repeat, vous allez voir, vous voyez notre image comment elle est devenue. Je pense qu'elle a changé. Attendez, on va essayer de bien voir. No repeat. Ah, j'ai rien vu, hein. Rien vu qui a changé. J'ai envie. Si on enlevait cette ligne,
Voilà. Voilà, par exemple, comment ça apparaît quand on enlève le cover. Cover, maintenant, va nous permettre de couvrir toute notre page. Bien. Position relative, il n'est pas fixé, il est relatif, donc il va s'adapter au défilement de l'écran. Z-index 1, on le positionne à 1 pour être un peu plus au-dessus par rapport aux autres contenus. Ensuite, on récupère le H2. Point intro, la classe intro, H2. H2 font size 2.5 EM. La taille que vous voyez là, 2.5 EM. Si j'enlève, si on mettait 2 EM, vous verrez aussi que la taille va diminuer. Ah, voilà, la taille a bel et bien diminué. Donc, on revient ici. 2.5 EM. Margin bottom, la marge d'en bas de 20 pixels. C'est la marque que vous voyez entre le H2 ici et le paragraphe qui est juste là. Si on mettait cette marge à 0, vous verrez, il y a toujours la marge. Enfin, peu importe. Hein? Apparemment, les sections à la base, on les a déjà donné un style. Hein? Enfin, peu importe. Je vais juste vous expliquer comment ça marche. Hein. Alors, on va faire un CTRL Z. On met une animation, fade in 2 secondes, he's it out. Donc, quand on charge, vous voyez un peu, il prend quelques temps pour faire 2 secondes pour charger. Si je mettais 5, ouais, il a été plus lent. Ok, je vais mettre même à 3. C'est trop lent. On va le mettre toujours à 2.5. Ok, c'est bon. On récupère le paragraphe, intro P, font size 1.2 EM, la taille. Font size, c'est la taille. Margin bottom, la marge d'en bas, cet espace que vous voyez entre la marge et les boutons. Et puis, on met aussi une animation, la même animation qu'avec le titre principal. Button, display flex, les boutons apparaissent en flex. La classe bouton est là. Justify Content Center, ils sont centrés. Flex Wrap, Wrap. Et classe Buttons, vous voyez les boutons qui sont là. Ils sont dans une classe Buttons. On prend classe Buttons.btn. On va récupérer les classes BTN qui sont après les classes Buttons, qui précèdent la classe Buttons. Les classes BTN, ça. C'est les classes BTN. BTN, BTN. On applique l'arrière-plan un peu gris, un peu gris, un peu noir. La couleur de texte en blanc, les marges internes, la marge externe, border none, border radius. Une bordure de 5 pixels, c'est les arrondis que vous voyez là. Si on mettait à 10, voici comment ça allait apparaître. Vous voyez, on met à 5. Text decoration none, pourquoi? Parce que ce sont des liens. Hein. OK, ce sont des liens. Bézier se trouve dans les A, ce sont des liens. Donc, on enlève le soulignement. Font weight bold. OK, l'épaisseur bold. Transition background color 0.3 secondes, transform 0.3 secondes. Donc ici, on va faire une transition sur l'arrière-plan. OK? L'arrière-plan à la base, c'est dièse 333. Et ici, au survol, la même chose qu'on a ici. On récupère le BTN, les classes BTN qui se trouvent après la classe buttons. 2 points over. OK? C'est une sorte de sélecteur CSS. Over. Donc, au survol, vous voyez, au survol, l'arrière-plan change. Et puis, transforme scale 1.1. Dans scale, genre, quand il vient un peu par en haut comme ça. Si je mettais ici 5, vous voyez comment il devient plus grand. Je mettais 2, 2. Ouais, ça, quand ça fait ça, ça détruit l'apparence du site. Et du coup, c'est mieux de mettre en 1.1 ou en 1 tout court. Ouais, là, ça va. Bien. Ensuite, on a la classe Nos produits en vedette, qui se trouve dans la classe Featured Products, qui est juste là. Les produits en vedette sont là. Alors, cette classe a Text Align Center, centré, un padding de 50 pixels et de 20 pixels, et un arrière-plan F4, 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 c'est l'arrière-plan que vous voyez juste là. Et puis, on a, on a dit Featured Product H2. On prend le titre H2, font size de EM, c'est la taille. Margin bottom, marge d'en bas ici que vous voyez.
et puis c'est tout. On prend les produits dans les classes produits. Il y a plusieurs classes produits, plusieurs classes produits, et on applique ce qui est display inline block. Ils se suivent en ligne, tout en restant en bloc. Margin 20 pixels. On applique des marges externes de 20 pixels. Texte align left. Vous voyez, les textes sont alignés à gauche. OK? Euh, Border, 1 pixel, solide. Donc, les bordures ici, que vous voyez ici, c'est bordure. La bordure, d'abord, on met 1 pixel. Ça va. C'est la même chose. Si on veut changer l'épaisseur, vous mettez 5. Vous voyez comment ils vont s'afficher là. Vous voyez comment c'est un peu plus épais. Alors, nous, on va garder un pixel solide. Pour que ce soit solide, on peut mettre dashed. Dashed pour je pense, des tirés. Voilà. Pointillés. Vous voyez un peu? Il y a plusieurs valeurs qu'on peut mettre. Et ça, c'est la couleur de notre bordure. OK? Vraiment, la couleur de notre bordure qui est juste là. Si je veux, je peux le mettre en red. Je peux mettre cette couleur, par exemple. Vous allez voir la couleur de nos bordures ont changé. OK? On le remet à cette couleur. Background color, la couleur d'arrière-plan en blanc. Border radius, les arrondis de 8 pixels. Si on voulait mettre 10 pixels, voilà comment ça apparaîtrait. Vous voyez, les arrondis ont changé. Je remets à 8 pixels. White, la largeur, 250 pixels. Si on mettait 200 pixels, alors vous verrez, vous voyez comment ils sont plus petits, hein. Et certaines images ont eu tendance à dépasser. Si on mettait aussi à 300 pixels, vous voyez, donc on ne prendrait que 2. Vous voyez, ça prend plus de largeur. En 250 pixels, c'était quand même pas mal. Voilà. Donc, ils apparaissent très bien. Alors, Box Shadow va nous permettre d'ajouter un effet d'ombrage. Vous voyez les ombres que vous voyez là. Là. Hein, cet effet qui fait comme si ce bloc était un peu plus en avant. C'est avec Box Shadow. On applique un ombrage à 8. 4 pixels, 8 pixels, et puis RGBA. Ça, c'est voilà, l'ombrage horizontal, vertical et le décalage. Et on choisit notre couleur. Si on veut que la couleur d'ombrage soit en rouge comme ça, vous verrez là aussi, quelque part là, mais je vais mettre du 8 pixels ici et du 8 pixels là. Voilà, vous voyez un peu comment ça apparaît. Vous voyez, cet effet d'ombrage est beaucoup plus réel. Si on le mettait dans un peu comme ça, vous arriverez à voir, voilà. Vous arriverez à bien voir comment ça apparaît. Je vais le remettre à 0 ici. Vous voyez, verticalement, il n'y a plus d'ombrage, hein. Ici, c'était à 8 ou à 4? À 4. Et à 4, on va garder comme ça. La couleur, ben, c'était du 0, 0, 0. Noir. Bien. Après, vous voyez les boutons commandés qui sont là. Chaque produit a une image, un titre H3, un paragraphe pour la description, un paragraphe pour le prix et un lien. Le H3 est là, paragraphe pour la description, paragraphe pour le prix et le lien. Nous voyons cela directement dans le CSS. Point produit image. Point produit image. Vous voyez produit qui est là. Donc, on a produit prend l'image. Ça va? Image, H3P, etc. L'image va prendre 100% de la largeur du contenu. Max 8, 200 pixels. Hauteur maximale pour les images. Objectif, Object Height Cover. On va recadrer l'image pour qu'elle remplisse le contenu sans déformation. Vous voyez? Ce pantalon, cette image de pantalon est beaucoup plus grand, hein, mais on l'a forcé à rester là. Cette propriété qui permet de le faire. Border bottom, 1 pixel, solide, tout ça, tout ça, tout ça. OK, les bordures que vous voyez là, vous voyez un peu la barre qui est apparue ici. Je peux aussi faire comme ça. Je pense qu'il était vraiment important. Ah, s'il était important, là, il a coupé l'image. Oh, parce qu'il était vraiment important.
Enfin, marge bottom, 15 pixels. La marge entre l'image et le reste du contenu de 15 pixels. On prend produit.h3. Le titre H3, font size 1.5 et 1 margin bottom 10 pixels. Font size, c'est la taille, comme on l'a vu. Margin bottom, c'est l'espace, la marge externe, OK? Entre jeans, dans la description, oh, il y a une marge de 10 pixels. Produit P, les deux paragraphes qui sont là. Les paragraphes qui sont là, ils ont une marge de 5 pixels. L'espacement qu'il y a là, ils sont display bloc. Ils vont apparaître en bloc. C'est ici, hein? C'est ici, pardon. Marge bottom font size. OK, on a produit.btn. BTN. Je pense qu'ils sont là. Voilà, classe BTN. Ce bouton bel et bien est déjà déclaré. On va voir ça ici quand on va parler de la page liste des vêtements. Voici le bouton BTN. Voici son style, OK? Display, inline block, padding, font size, background color. L'arrière-plan en vert, la couleur du texte en blanc, justify content. Center, texte à ligne. Center, font size, 16 pixels, padding, 12 pixels en haut, 25 pixels à droite, inline block. Text decoration non, par exemple des liens, border radius, les arrondis des angles, les arrondis que vous voyez là. 5 pixels, border non, aucune bordure. Et puis, une animation de l'arrière-plan qui change et qui passe d'un vert, de ce vert à un vert plus léger et transforme 37 grammes en 3 pixels. Et c'est un instant qui peut monter, qui peut se soulever comme ça. Même dans la page, voir la liste des vêtements, vous voyez, il agit comme ça. Mais ici, pourquoi il n'est pas dans, dans la page, on est ici, voir plus. Ici, il agit comme ça. Il agit comme ça. Ok, ça marche. Ensuite, pour finir, on a une section contact. On est toujours dans la page d'accueil, hein. On a une section contact info pour les informations de contact. Et là, son CSS se trouve ici. Texte à ligne center, ils sont tous centrés. Padding 50 pixels, 20 pixels. Contact info H2. H2, il est là. Font size 2 marge bottom 20 pixels, la marge externe en bas. Contact info P, les paragraphes que vous voyez là. Tout ça, ce sont des paragraphes. Font size 1, 2M, tout ça. Contact info A. La couleur des liens. Les liens sont un peu en gris, ok, et ils ne sont pas soulignés. Mais au survol des liens, on va souligner. C'est comme ici, c'est un lien. Au survol, il est souligné. Vous voyez? Et puis, tout ce qui est là. Bien. Pour la page d'accueil, c'est fini. Je pense bien que c'est fini, hein. Bien, maintenant, on passe à la page liste des vêtements. Alors, on va aller plus vite. La page liste de vêtements, sa page, c'est clothing list.html, composé du header et du footer, comme partout. La section, il n'y a qu'une seule section dans la section table. La section qui est là. On va chercher tableau. Voilà, c'est pour les tableaux. Bien, on a une section, on a les tables. La balise table, c'est la balise qui nous permet de faire le tableau, notre tableau qui est là. Le tableau qui nous donne une largeur de 100%. Border collapse, que les bordures puissent apparaître comme ça. On donne une marge. Overflow X, on ajoute le défilement horizontal si nécessaire. Vous voyez, quand la page devient petite, ok, on peut, voilà, défilement horizontal, ce qui nous permet de le faire. Cette ligne de code, display bloc, on assure que le tableau soit un bloc avec un défilement.
Alors, on a TN. TN, c'est pour l'entête du tableau. L'entête du tableau, OK? Dans le TN, on a les TR. Dans le TR, on a les TH. Ça va? Tac, colonne. Donc, ici, déjà, on a créé trois colonnes. Les TH permettent de créer les colonnes et les TD vont permettre de créer, on va dire, les cellules. Les cellules par rapport aux colonnes, en tout cas. Donc, on aura les éléments pour la colonne image, nom, description, quantité, prix, action. Tout comme on l'avait vu. Voici une page liste des vêtements. Ça va? On a une colonne où on va voir les images de produits, une colonne pour le nom, la description, la quantité de prix et l'action. L'action, on peut soit voir plus, commander ou supprimer le produit. Bien. Alors, c'est body. Les lignes seront générées dynamiquement avec JavaScript. Sur le JavaScript va nous permettre de générer ces éléments de manière dynamique, comme vous le voyez là. Alors, comme on le sait, dans notre projet, on a une page liste des vêtements, on a une page ajouter un vêtement. Ça va? Alors, je vais essayer de vous expliquer les 2 ou 3 pages directement. Ça va? Alors, premièrement, déjà, il faut savoir que le JavaScript va nous permettre de récupérer, OK, ces vêtements-là et de les afficher dans ce tableau. Alors, première de choses, script src-nav.js, c'est le script qui nous amène vers le fichier nav.js pour la barre de navigation seulement. Alors, on va commencer ici dans script, récupérer les produits local storage. Alors, c'est quoi le local storage? Le local storage, c'est un espace en mémoire disponible sur tous les navigateurs, OK? Sur tous les navigateurs web. Ça va nous permettre qu'on puisse stocker nos informations de notre site web dans cet espace mémoire-là et notre site pourra être disponible même quand nous ne sommes pas accessibles, même quand nous ne sommes pas connectés à Internet. C'est un avantage. Le désavantage, c'est que même si on partageait notre application dans différents écrans, donc que ce soit sur mobile, etc., l'ajout des vêtements va rester dans le navigateur, dans chaque navigateur de chacune de ces personnes. Donc, l'ajout des vêtements ne se fera pas de manière automatique à toutes les personnes, car on n'a pas une base de données qui va stocker tout ça et l'afficher. Nous, si on n'a pas fait de base de données, on a voulu le stocker dans le local storage. Première des choses, storage product ici est une constante qui récupère les informations du produit stocké dans le local storage. Comment ils sont stockés? C'est lorsque l'utilisateur va ajouter un vêtement, on ajoute ces vêtements et ces vêtements sont stockés dans le local storage. C'est pas là où nous en sommes. Alors, nous venons ici, on va essayer d'agrandir. Bien. Alors, utiliser les produits existants dans le tableau et c'est du local storage. Ça, ce sont les produits qui existent déjà. On a créé des objets en JavaScript. On crée des objets en JavaScript, name, vous mettez le nom, description, un ensemble de paires clés-valeurs, quantité 5, etc. Robe d'été, description, tout ça, ce sont les vêtements qui existent déjà. Et c'est bien les vêtements que vous voyez ici. C'est bien les vêtements que vous voyez juste là. Vous voyez, si on essaie de voir, ici on a t-shirt, robe d'été, tout ça, c'est ce que on a juste là. Bien, on prend tout ça, ok, c'est un produit, mais regardez ici, store product.concat, on a dit concat pour concaténer. Donc, on va récupérer les informations qu'on a eues dans le local storage, on va le concaténer dans cette liste on va dire ça, cette liste d'objets JavaScript. Ok, on va les ajouter dedans. On les récupère et on les ajoute. Si on enlève, ça ne va pas se rajouter. Ensuite, on crée une constante qui récupère le numéro de téléphone de la responsable de la boutique, qui est Mademoiselle Logos Laloula. On crée une constante product list qui va récupérer le ID product list qui est là. Vous voyez? Donc, T-body, on va récupérer cela. C'est là qu'on va commencer à faire nos travaux, notre travail. On récupère la liste product, la constante product. Point forage, on va lui donner une fonction fléchée. Product
fléché. On crée une constante. Constante TR. Ça va? TR, c'est le nom de notre constante. Mais cette constante va nous permettre de créer un élément. Document.create element TR. On va créer TR où? Ici. Ici, dedans, on crée des TR. Les TR que vous voyez là. Les TR, ici, on va créer un TR ouvrante et un TR, une balise TR ouvrante et fermante. Bon, TR est déjà créé. On vient ici. TR qui est là. Point inner HTML. Considère comme un élément HTML. Et dedans, qu'est-ce qu'on fait? On met dans les TD. Comme vous avez vu ici. Donc, voilà la structure qu'il y avait ici. TH, TR et puis les TH, non? TH, c'était comme pour les colonnes, hein, les entêtes. Ici, on va voir TR avec les différents TD pour chaque image, chaque nom, chaque description, quantité, chaque chaque action. Si on le faisait sans le JavaScript, on est là à avoir autant de blocs de ce produit. Ça allait nous prendre un temps fou. Vraiment, ça va nous prendre beaucoup de temps. On allait avoir, si on avait 10 produits, on allait avoir, vous voyez, par exemple, on a TR. Vous voyez, non, ici, on va mettre TD, peut-être t-shirt. TD, truc, 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 truc. Ça va laisser répéter jusqu'à... Attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est là un peu. Vous voyez, ici. Ici, ça sera des TD. TD. Regardez, par exemple, ici. Regardez, vous voyez ici. Image s'est rajoutée. OK? J'ai oublié même pour action. Vous voyez, ah, là, on a rempli tout. Donc, comme on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, on devrait aussi avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six TD. TD, mais pour chaque TR. Et les TR allaient représenter les fonctions de chaque élément, de chaque vêtement. Et ça allait nous prendre un temps fou. Alors, vraiment, un temps fou. Ça allait vraiment nous prendre un temps fou. Et c'est pour ça qu'on utilise le JavaScript. Donc, ici, on a une liste qui stocke des objets. JavaScript, ces produits-là qui sont déjà là, les produits déjà existants. Il les affiche aussi déjà. Comment? Ici, on crée un élément TR dans l'ID product list. L'ID product list, c'est dans le T-body qui est là. On crée TR, on crée TR. Donc, c'est comme si on avait maintenant un TR ici. Vous voyez? On va mettre en commentaire, mais c'est comme si on avait un TR ici. Comme si on avait maintenant un TR. On a un TR. On a un TR comme ça. OK? Et maintenant, on essaie tout ça. TD, image, src, product.image. Product.name. Product.description, product.quantité. Donc, on récupère le nom du produit, l'image du produit, la description du produit, la quantité du produit, le prix du produit. Et ici, la même chose. Mais comment on récupère? Ah, regardez ici. On a initié notre fonction fléchée. On avait créé une variable ici, product. La variable de produit va récupérer maintenant les informations de toutes les, les clés, voilà, de notre liste produit. Donc, il vient ici dans liste produit. OK, name, t-shirt. C'est là que vous voyez là. Product.name. Product.name va récupérer quoi? La valeur de la clé name dans dans la liste, voilà, dans la liste product, par exemple. Voilà. OK? Il fait la même chose pour la quantité, quantity, prix, description, même ici, produit, détail, tout ça. Il fait la même chose, il récupère. Et puis, aussi, on dit quoi? Product list.append_tr. On l'ajoute dans le TR. On tous ces éléments-là, ajouter dans le dans le TR. Sélectionnez tous les boutons de suppression pour supprimer. Donc, ici, quand on ajoute un élément, c'est ici que le JavaScript récupère.
Ici, ce sont les éléments qui existent déjà. Ici, on crée deux constantes, OK? Une pour récupérer le numéro de téléphone, l'autre pour récupérer l'ID. OK? Pour qu'on soit ici dans le T-body. Une fois qu'on est dans le T-body, on récupère notre liste qui était là. Ça va. Notre fonction, notre liste, je ne sais pas moi comment je pourrais le dire de manière simple. Et on va l'initialiser à un tableau, OK? Ou à une liste product. Et cette liste va commencer, va nous permettre de récupérer les clés ou les valeurs des différentes clés qui se trouvaient ici. Vous voyez, grâce à product ici, vous voyez dans product ici, c'est dans l'intérieur ici qu'on a déclaré TR, qu'on a initialisé TR en élément HTML. Allez, on a commencé à faire des dons de TD, des TD, ouvrant, fermant, ouvrant, fermant, ouvrant. Tout ce que vous voyez ici maintenant, ça va sortir ici, mais ça va dépendre de l'élément qui se trouvera dans cette liste d'objets en JavaScript, y compris tous les éléments qui seront récupérés par le local storage. Et ces éléments seront ajoutés grâce à la page ajouter un vêtement. Alors, on a dit qu'on peut, dans les actions, vous voyez, action, voilà. Donc, action, c'est le dernier TD, hein. Dernier TD. Le dernier TD, on a voir plus, commander, et maintenant supprimer, ça va? Alors, voir plus, ok, voir plus nous amène vers la page product détail.html. Vous voyez même le lien ici pour détail.html. Ok, name. Ah, ici, il faut faire très attention. Lorsque l'utilisateur va cliquer ici pour action sur voir plus, quand il clique ici sur voir plus, on va convertir toutes les informations, toute information de cet élément, son image, son nom, sa description, sa quantité, son prix, en un lien URL, en une URL. De sorte que lorsque la personne va cliquer, vous voyez comment ça se passe ici, regardez. Product name, non? On va revenir ici. Donc, je vais fermer ici. Je vais fermer vraiment là. Product name est là, non? Regardez, la variable name. OK? On a name égale dollar en code. D'ailleurs, déjà, dollar, c'est parce que c'est une variable. Encode URI components. Donc, encode cet élément en URL. Et description, encode produit.description. Donc, la valeur, hein, description par rapport au produit ou au vêtement qu'on va faire, on va cliquer sur voir plus. Son image, on les a tous convertis en URL. Vous voyez un peu? On le convertit en URL et quand la personne va cliquer ici, vous voyez? Moi, je vois un lien juste là en bas de la page. Je ne sais pas si vous voyez ça là. Juste là. Quand je fais ça. Il y a un lien qui apparaît juste en bas de la page. Voilà. Je vois là, produit détail, .html, name égale robe, DT, tout ça. Quand on clique, il voit le produit en plus grand, en détail. Ça lui amène vers la page détail que nous allons maintenant expliquer. Et finissons un peu ici. On a ici commander. Pour commander, on fait la même chose. On avait créé une constante ici, WhatsApp number. On l'appelle dollar WhatsApp number, ok, c'est le lien. Ok, HTTPS, WhatsApp me, directement le numéro de téléphone qui est juste là. On écrit un texte égal, bonjour, dollar, je souhaite, dollar 20, ici c'est pour mettre les espaces. Encore, on envoie un message via l'URL, dollar 20 permet de mettre les espaces. Ok, donc quand j'écris ici bonjour, virgule, dollar 20, c'est espace. Espace, dollar 20, espace, souhaite, dollar 20, c'est un espace, ok? Commandez tout ça là. Product name, ok? Commandez le dollar, on récupère le nom du produit, dollar 20, au dollar 20, prix, truc, tout ça, comme vous le voyez là, très bien. Et quand il va commander, ça va lui amener directement au numéro WhatsApp de la vente. Je sais pas, on peut essayer, même ici, on peut faire ça. On clique comme ça. Une erreur, comment ça? Je vais venir ici, commander. Voilà. Ouvrir WhatsApp. Vous voyez un peu.
C'est Logos Ngalola. On va essayer de regarder, on va essayer de prendre ça. On va essayer de commander cette veste en cuir. On ouvre WhatsApp et vous voyez ce qui s'est passé. Bonjour, je souhaite commander la veste en cuir au prix de 75 euros. Description veste en cuir élégante. Automatiquement. Ça va. Mais pourquoi c'est arrivé comme ça? Parce qu'on l'a inséré dans le lien vers vers le, 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 le numéro WhatsApp. OK? On finit le lien, point d'interrogation, lien ici. Allez, texte. Texte égal, bonjour, virgule, $20 pour l'espace, je, $20. Tout ce que nous voyons là. Bien, 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 bien. OK. Et puis, il y a un bouton pour supprimer. OK. Ce bouton, c'est dans JavaScript et codé en JavaScript. Voilà. Consider button. Il va récupérer document.createSelector all. Delete.btn. Delete.btn, yeah. Ouais, delete.btn. Delete buttons.forest, la même chose. On va écouter ce bouton, on clique. Clique. Quand on va cliquer, qu'est-ce qu'on fait? Product name égale this.getAttribute data name. Enlève cet attribut data name. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu enlèves tout ça, tu le supprimes. Filtrer la liste des produits pour retirer les produits à supprimer. Je pense que c'est peut-être ce truc ici. Je pense que c'est à partir d'ici que ça complique. Si j'ai cliqué supprimer, ça se supprime, mais les pages devenaient nombreuses. Pourquoi les pages devenaient nombreuses? Si je mettais ça en commentaire. Ça, c'est un bug dans l'application, hein, que je n'ai pas le temps de régler. Bien. Donc, ça, c'est, OK. En gros, ça, c'est la fonction qui va nous permettre, euh, de supprimer un élément. De supprimer ici. Je vais remettre tout comme avant. Tout a été supprimé. Je vois, il a été rajouté quelque part vers la fin. Bon, peu importe. Voilà. Et oui, je parlais de la page détail, OK? Quand je viens cliquer ici, voir plus, je vois l'élément en détail. Produit détail.html. Donc, ici, comme on l'a dit, sur ce bouton voir plus, on va encoder toutes les informations concernant les vêtements, son image, son nom, la description, sa quantité, son prix, en URL, grâce à la fonction, c'était quoi encore la fonction? La fonction est là, encode URI components. OK? On encode ces éléments-là en URL. Et on les envoie. Si vous voyez ici dans voir plus, le bouton voir plus, le bouton voir plus, qui est là, ça va. Le bouton voir plus qui est là à la ligne 81. Et d'abord un lien vers la page product détail.html qui est là. Et sur cette page, comme on le sait tous, le header et l'entête est la même, sont les mêmes. On a une section product détail avec le nom du produit
la description du produit, le prix, tout ça. Ce que vous voyez là, que je peux même supprimer. Je peux même supprimer car ils n'ont aucun impact avec tout ce que nous allons faire après. Je peux supprimer comme ça. Et vous verrez que même quand je viendrai ici, voilà, rien n'a changé. Pourquoi? Bien, toujours en JavaScript, hein. Le menu hamburger. Ah, ici, je n'ai pas mis src nav.js, hein. src nav, nav.js. Bien, allez. Là, premièrement, récupérer les paramètres de l'URL. Vous voyez ici, le lien est différent. Regardez là. Produit, détail, name, suite. On envoie ça dans l'URL, hein. Dans l'URL, on a tout ça. Description, vous voyez, je vois des égales là. Name, description, euh, price, prix, et puis l'image, vous voyez. Tout ça est envoyé à l'URL par URL et on va récupérer cela. Première ligne ici, constante URL paramètre pour récupérer, ok, l'URL qui était passé en paramètre ici, juste là. L'URL passé en paramètre. Quand il le récupère, nous déjà quand on a envoyé notre URL dans la page closing, la page c'est les vêtements. Sur le lien là, on avait déjà mis ici, regardez, name égale, description égale, et price égale, image égale. Déjà, on avait mis ça. Vous voyez un peu? Donc, lui aussi, il fait que quand il vérifie l'URL, il cherche maintenant quoi? Le name, le description, le price, le prix et l'image. C'est tout. C'est juste ce qu'il cherche. Et du coup, on crée des constantes ici. Product name, par exemple, on va récupérer URL params.date name. OK? Récupère le paramètre de l'URL par la méthode get description. Prix, image. Et ici, vous allez voir, le name est là. Le name, ça sera quoi? Ça sera sweatshirt, par exemple. Description, ça sera sweatshirt pour 120 pour l'espace, show pour 120, 2 pour 120 parfait, tout ça. Price, le prix, il est là. C'est façon des prix sur price, 25, ok. Nous, on va mettre euro nous-mêmes. Et l'image est là aussi. Image, vous voyez, dollar pour cent, de F pour le slash. Ensuite, tout ça, machin, truc. Après l'avoir récupéré, maintenant, on va mettre à jour la page avec les détails du produit. Document.getElement by ID product name qui est là. Vous voyez, product name est là. Produit d'image, produit description, produit price. On vient ici, produit, prix, produit price, la variable qu'il y a ici. Description, vous allez voir là. Name, email, on récupère tout ça et on l'affiche. C'est tout, aussi simple que ça. Alors, j'aimerais vous montrer juste un petit exemple. On va vouloir récupérer aussi euh, la quantité du produit, ça va? Donc, comme ici, la quantité venait juste là. OK, vous voyez très bien là, non? Quantity. Donc, nous aussi, après description, juste avant prix. OK, on va créer E quantity égale, ça va? Je prends pour description, hein. Faut faire très attention. Juste ici, je fais ça, je vais écrire quantité. Bien. On récupère la quantité, on va revenir ici. OK, vous allez voir, on va prendre ici. Boum. Dans l'URL aussi, la quantité est apparue. OK, sauf qu'ici, on ne voit pas la quantité. Donc, on va falloir rajouter cela dans la page produit détail. Donc, je viens ici, produit détail.
description du produit, je fais ça. OK, ici, je vais écrire quantity. OK? Ici aussi, on va récupérer quantity. Donc, qu'est-ce que je fais? Shift Alt flèche du bas. J'écris ici quantity. Bien. On va récupérer quantity. Bien. Si on le récupère, on doit l'afficher. Alors, on va venir ici, comme ça. Quantity. Text content. Product quantity. On va venir d'abord ici. Quantité plus. Bien. On peut actualiser. Vous allez voir la quantité a bel et bien été prise en compte. Alors, vous allez voir que ils n'ont pas le même style. Ça va. On va vouloir y apporter un même style, hein. Donc, je vais venir ici, dans le style CSS. Là, il y a les produits. OK? Donc, on a déjà vu la partie pour les tableaux, hein. Pour le tableau. Font size, déjà, c'est pour la taille. TD, c'est les balises, ce sont les différentes sections là. Voilà, détail du produit, OK. Détail du produit, description, price. Je vais mettre price, virgule, produit, quantity. Hop, bien. Après, comme je le souhaite, pour commencer, je peux juste prendre ça, pour aussi faire ça. Je vais changer ici. Je vais faire un peu sur les. OK. Moi, c'est que ça. Pour moi, c'est ça, c'est bon. Voilà, on a récupéré. Donc, ici, quand on clique sur voir plus, le lien est envoyé. Les informations sont codées sur l'URL. Ils sont envoyés dans l'URL, dans le paramètre de l'URL. La page détail, il faut commencer par récupérer les paramètres de l'URL. Ça va? Il va les afficher ici de manière dynamique grâce au JavaScript. Et on a vu comment il le fait concrètement dans le code. Bien. Et puis, si c'est la même chose, on crée une constante WhatsApp link avec le numéro de téléphone. OK? Mais si moi j'ai rendu ça encore plus facile. Donc, c'est beaucoup plus facile encore. Ici, par exemple, on crée une constante WhatsApp link. Évidemment, le lien. HTTP, numéro WhatsApp. Hein? Ah, ah oui. Ici, on n'a pas le numéro WhatsApp, hein. Donc, on va chercher ça quelque part ici. Ici. Et pour ça n'avait pas marché. OK. On va venir ici. Passer à la page. On va voir comment les vêtements sont ajoutés. OK? Comment on va ajouter un vêtement? Bien, ajouter un vêtement. Bon, je pense que je vais essayer de faire ça sur une autre page, hein. Pour le faire, c'est mieux que je le fasse sur une autre page. Bien. On va voir comment ajouter un vêtement. L'ajout des vêtements se fera dans la balise des vêtements, hein. On va ajouter un vêtement ici dans ce formulaire et ça va s'ajouter directement. OK, on a add tout ce machin truc que l'on voit juste ici, là. Donc, c'est pas aussi il y a du JavaScript. Bien. L'entête, la même chose. Les sélections, je vous ai montré. On a la balise forme, c'est la balise pour créer un formulaire. Les labels sont les textes que vous voyez là, les labels. Ce sont des labels, dans les balises labels. Et les champs de saisie que vous voyez ici, OK? Ça, c'est un input, un input, un input, un input.
Et ici, c'est un text array. Vous voyez? Input, input, input sont les champs de saisie. OK? Ici, ça serait le texte. Ici, ça serait le nom, texte, et puis file. Ça va? Dans ce champ, dans ce formulaire, on va permettre à l'utilisateur d'ajouter un vêtement. Donc, il va pouvoir mettre le nom du vêtement, mettre une description du vêtement, indiquer la quantité du vêtement qu'il y a en stock, le prix du vêtement. Il va juste insérer le prix. Il ne va pas ajouter le euro à la fin. Non, on va juste mettre le prix. Alors, je pense que pour cela, c'est mieux aussi que ce soit number. On va mettre number ici. OK. Il peut ajouter une image. OK. Il peut rajouter une image. On va dire accept, image, toutes les images qui se trouvent dans le dossier image. Bien, notre dossier image est là, hein, au cas où notre dossier image est là. Notre dossier image est là. Bien, il y aura un bouton ajouter. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est ce qu'on va voir. Alors, en JavaScript, on va commencer par récupérer les informations de notre formulaire. Voyons notre formulaire avec les ID. Regardez, ici, on a l'ID, name. Ici, ID, description, ID, identity, ID, trace, ID, image. On y va. Content name, document.get member ID, name. La constante name récupère name, qui sera saisie ici, mais ça va. La valeur qui sera saisie ici. Donc ici, quand j'écris, par exemple, on va rajouter un... Qu'est-ce que je voulais rajouter? Épi. Je sais pas comment on écrit épi. Épi caporal, par exemple. Gendarme, voilà. Gendarme. Bien. Donc ici, il va récupérer la valeur que je viens de saisir, qui sera képi Jean, gendarme. Ici, c'est pardon, il parle, excusez-moi, dans name. Dans name. Donc description, il va récupérer la description que je vais saisir ici. Je vais par exemple écrire képi gendarme français, couleur bleue, marine. OK? Il récupère la valeur. Quantité, on peut pas mettre des lettres, hein. Je tape bien, on peut pas mettre juste les. On a par exemple 2500. Le prix, on le met à 2 zéros. Il met juste à 2. Il doit choisir une image. On va venir choisir une image. On va venir choisir une image, l'image. Ici, vous pouvez voir tout. Image, on va chercher l'image du képi, hein. Voici le képi. Bien. Tout est là. Vous voyez, tout a bien été choisi. Ici aussi, il va récupérer file 0. Okay, il récupère cet élément-là. Convertir l'image en URL. On doit convertir l'image en URL pour arriver à l'envoyer vers l'autre page. Voici la fonction qui permet de convertir notre image en URL. C'est tout ça. OK? Récupérer les produits existants depuis le local storage. Donc, on a converti en URL ici. Ça va. On crée un objet produit. Const product. Const product. Vous voyez ici. Const product. On donne name, description, quantity, price et image. Mais comprenez quoi? Image URL. Donc, quand on va saisir ici, on récupère les informations là avec ici. On récupère ces informations-là. On les met dans un objet. Produit, par exemple, produit. On le met dans cet objet. OK, on a fini de mettre là. On va récupérer les produits existants depuis le local storage. Quand produit, JSON pass, local storage.get item, product. Ou on met vide. S'il y en a, ou on met vide. On va ajouter le nouveau produit. Product, vous voyez, non? Point push quoi? Product. Product, c'est quoi? Les objets qu'on vient de créer ici. Donc, tout ce qui est là sera rajouté dans product. Au product, c'est quoi? C'est les éléments existants dans le local storage. Stocker les produits mis à jour dans le local storage. Local storage, c'est on va prendre encore produit. On a déjà fait push ici, donc même ça s'ajoute dedans. Stringify, product, on va les considérer comme des chaînes de caractères. Rediriger vers la page de liste des vêtements. Donc, dès que il a saisi,
On a récupéré les valeurs. On convertit l'image en URL. On prend ces valeurs, on les met dans un objet JavaScript. On prend cet objet JavaScript, on va l'insérer dans le local storage. On insère dans le local storage. D'abord, on va pas récupérer les produits dans le local storage. On l'insère dans le local storage. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va stocker les produits mis à jour dans le local storage. Et quand il clique sur Ajouter, ben, on le renvoie directement vers la page closing_list.html ou la page liste des vêtements. Mais tout cela se passe pourquoi ici, regardez ici, notre fonction c'est document.querySelectorForm. QuerySelector form. On sélectionne la balise form. Add event list. On va écouter ajouter l'événement submit ici. Quand il va cliquer, submit est là. Fonction events. Et puis, fonction event.prevent default, empêcher les réchargements de la page. On va ajouter ici, j'ajoute. Et vous voyez ici, et puis c'est bel et bien ajouté, comme vous le voyez très bien. Et puis c'est bel et bien ajouté. Et on peut voir plus qu'épi là, comme on vient de voir sur la page produit détail. Ça, c'est l'ajout des vêtements. Ensuite, nous avons la page à propos. Qui sommes-nous? OK, la page à propos. Dans cette page, c'est très simple. On va présenter l'application. On va présenter l'application. La boutique de retour, présenter son fonctionnement et présenter les membres de l'équipe. Alors, je vais revenir ici d'abord. Je vais vous parler du CSS qu'on n'a pas vu. Alors, sur la page produit détail, on a vu ajouter un produit, c'est un formulaire, ça va? Et les formulaires, on l'a gardé, ça sera le même que pour les formulaires que vous verrez dans la page contact, vous voyez? La page contact, on a des formulaires, là. Donc, c'est des formulaires. Et du coup, on a appliqué les masques surtout les formulaires. Voilà. On a mis les formulaires, l'arrière-plan en blanc, avec un padding, padding pour les marges internes de 20 pixels. Border, il y a des bordures d'un pixel, ça va, solide pour les lignes. Et DDD, c'est la couleur de la bordure. Border radius, les arrondis de 5 pixels. Box shadow, 0 vertical, 2 pixels horizontal. Et puis 4 pixels, c'est la transparence, si je ne me trompe pas. La transparence. Et puis ici, c'est la couleur de notre ombrage. La largeur maximale de notre formulaire est 600 pixels. Et on applique une marge 0 et auto pour le reste des contenus. Les labels du formulaire, on les met en display block, margin button 8 pixels, font 8 bold, ce qui fait en sorte que ici, on les a vus apparaître avec cet effet en gras. Hein. Cet effet en gras. Voilà. Input, form input and text area. Input for text area. Input text area. Input et text area, 8, 97%. OK, la largeur est de 97%. Le padding est de 10 pixels. La marge externe de bas, margin bottom de bas est de 15 pixels. Border, OK, c'est la couleur de bordure. Si vous voulez que ce soit comme ça, vous verrez là, vous voyez les couleurs de bordure ont changé. Okay? Ce n'est pas ce qu'on a voulu. On regarde comme ça. Border radius 5 pixels. C'est les arrondis que vous voyez juste là. Form button, on prend maintenant le bouton de notre formulaire, on l'a mis la largeur à 100%. OK, pour bien prendre vraiment l'ensemble de notre formulaire. Et là, je vois que tous les inputs ne sont pas parfaits. Je vais mettre les inputs à 96. Toujours rien. Je vais les mettre. Je vais les mettre dans 5. Je vais déplacer. Je pense que là, c'est bon. OK. Et pour le bouton over au survol, quand over au survol, l'arrière-plan va changer. Son arrière-plan va changer. Vous voyez, il passe un peu là. Si vous voulez voir ça plus en détail, je vais mettre en sur rouge ici. On actualise, vous allez voir qu'au survol, voilà, il vient comme ça. Et ça sera équivalent même pour les autres formulaires, comme ce format de contact, vous voyez. Ce bouton, il a changé.
Ça va? Voilà. Ajouter un vêtement, c'est fini. C'est ça, c'est fini aussi déjà pour le formulaire de contact que nous verrons dans la page de contact. On va juste expliquer cela. Ensuite, on aura un carrousel. Voilà, le code il est fini, hein, le CSS. Le CSS il est fini. Ça, c'est le responsive. On a déjà parlé de ça. Et oui, ici, lorsque la largeur sera de 480 pixels, l'intro dans la page d'accueil, on va diminuer sa taille. On va diminuer la taille du paragraphe aussi. On va diminuer la taille du H2. Les produits vont toujours garder 100 pixels ici. Tout ça là, tout le code qu'on vous a montré là, vous allez, ça veut dire que quand la taille atteindra 480 pixels, voici ce qu'on va faire. Si vous voulez que lorsqu'on atteint 480 pixels, que la couleur d'arrière-plan change, vous allez venir ici, body, je mets background, color, je vais mettre même comme ça. Vous verrez ici, euh, à 400. Ici, on n'est pas déjà à 480 pixels. Ah, ouais, on va diminuer petit à petit. On va atteindre 400, allez, ouais, 480 pixels. Boum, la couleur de notre arrière-plan change. Ok, c'est vraiment à vous de choisir cela. C'est vous qui designez votre application comme vous le souhaitez. Je pense mieux que ça sera mieux toujours qu'il soit. Bien, 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 bien. Alors, je parlais de la page qui sommes-nous. Sur la page qui sommes-nous, c'est du 100% HTML. OK? Tout ce qui est là. Section, section About App à propos de l'application. Section T, on va parler de l'équipe, ça va. C'est peut-être là que le CSS pourrait être assez important. Je viens ici, je ferme là. Euh, voilà. Et pour la description de l'application, vous voyez ici. Le menu, l'entête, on a déjà parlé de cela. About-app. J'ai pas fait du style pour about-app. Team. Oui, j'ai fait pour team. Ah oui, j'ai fait pour tout ça alors que ici, team, oui, team, c'est bien ça. App description. Ah, je dois juste changer ici. Je vais prendre app description. Je vais le mettre ici. Et on va voir si le rendu va changer. Ah, voilà, ça a changé. Ok, so, intéressant. Bien. Voilà, ça va présenter l'application, après de l'application, le fonctionnement de l'application, les membres de l'équipe, ça va. C'est peut-être aux membres qu'on va essayer de s'attarder là-dessus. Alors, pour ce qui est des membres de l'équipe, on a une section team. Voilà la section team. La section team, elle va jusqu'à la fin. La section team vient jusque-là. OK, dans la section team, on a des classes members. C'est ce que nous allons voir juste ici. Bien, section team, team.class team, padding 20 pixels, background color. Voilà, voilà, voilà. Sauf que le problème qui se pose, c'est ici. Vous voyez, lui, il ne s'affiche pas comme je voulais. Normalement, normalement, il aurait fallu que notre équipe ne soit pas dedans. Alors, si je veux qu'il ne soit pas dedans, donc je serai obligé, je vais prendre ça, venir comme ça, et créer div, point.
Bon. Et du coup, ici, je vais faire tout supprimer. Et lui, ici, je l'emmène juste à la fin de la section. Je vais venir comme ça, et me laisse seulement les deux ordres. Je vais essayer de vérifier. Je vais agrandir. Voilà. Au moins, comme ça, ils apparaissent comme je le voulais. Bien, ils apparaissent comme je le voulais. Voilà. Bien. Ok. On va faire ça comme ça. Bien. Alors, je parlais de ce que je voulais dire. Oui, member. Member, vous voyez, ce sont les divs que vous voyez juste ici, hein. Les divs que vous voyez juste ici, là. On va essayer de respecter l'indexation. Voilà. Chaque membre de l'équipe est représenté par son numéro de téléphone, sa spécialité, genre, spécialiste du genre, qu'est-ce qu'il fait, quoi, concrètement? Qu'est-ce qu'il fait? Si on a membre numéro 5, membre numéro 6, ce sera à eux de voir si ça a bien changé, hein. Ils doivent mettre le nom. Excusez-moi, je suis très fatigué, je suis vraiment très fatigué. On doit mettre le nom des autres membres du groupe, oui, des autres membres du groupe. Il y a Ben, Makonga, et puis notre Jessica, Faïda. C'est Faïda? Bien. Et voilà. Après, on a la page contact HTML. Contact HTML, les formulaires que vous voyez là, c'est le même. Sauf juste pour ici, hein, vous voyez là, on a testimonial, c'est un endroit où, c'est un carrousel, hein, carrousel des témoins, où les témoins vont s'ajouter. Alors, comme vous, ici, pas mal de choses, on va commencer par récupérer les valeurs de notre formulaire. Ça, c'est les formulaires de contact, ça va. On a un champ nom, email, message, ID. On les récupère, on vérifie si tous les champs étaient saisis. Si non, le point d'exclamation devant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été, hein. Donc, non. Non, name, non. Donc, si name est faux, name n'a pas été rempli, email n'a pas été rempli, message n'a pas été rempli. Donc, c'est le connecteur ou. Si l'un de trois n'a pas été rempli, on va afficher les messages, veuillez remplir tous les champs avant d'envoyer. Plutôt. Si tous les champs sont remplis, on va même vérifier le caractère de l'email. Je pense même que ce n'est plus utile à ce niveau. On vérifie la version de l'email de manière simple. On va prendre euh, caractère minuscule. À ce niveau, j'aurais pu l'enlever. Bien. Si tout est correct, alors on va afficher un message. Votre message a été envoyé avec succès. On remet le formulaire à 0. Et on fait la même chose pour le témoignage. On récupère les valeurs du champ du témoignage. On vérifie si tous ces deux champs ont été saisis. On enregistre le témoignage dans le local storage. Pour le témoignage, on enregistre le local storage parce que c'est qu'on va afficher dans le carrousel. Et ça, c'est pour charger les témoignages depuis le local storage. La personne qui va se trouver de cette partie va s'en charger. Voilà, j'ai essayé de parler en gros, en large de l'application. On a essayé de voir un peu le code. Là, je suis un peu fatigué. Je publie la vidéo. Je vous envoie les liens. Et puis, bye bye bye.